vous savez tous, nous savons tous, la science sait que notre espèce a existé à travers une longue évolution. Et ce qui avait provoqué cette évolution, c'est évidemment l'environnement et la nature. Donc, l'évolution de l'espèce vivante vient du contact, de son contact avec la nature. Et cette évolution a pris des milliards d'années. L'espèce animale la plus récente, elle a pris quand même une affaire de 1 million d'années pour en arriver là. L'espèce qu'on appelle humanoïde est née à peu près il y a 200 000 ans. Quand on va plus près dans l'échelle de notre histoire, les premiers humanoïdes datent d'il n'y a pas très longtemps. Ils datent d'à peu près 100 000 ans. Et si on va être plus précis, les Homo sapiens n'existent que depuis 12 000 ans. Avant, il a vécu en parallèle avec le Néandertalien. Ils ont vécu ensemble une affaire de 20 000 ans, mais au bout de ces 20 000 ans, l'Homo sapiens a supplanté le Néandertalien. Et notre civilisation aujourd'hui n'a que 12 000 ans. C'est la réalité. Nous, l'être Homo sapiens dont on est très fiers, nous sommes pratiquement, depuis qu'on a inventé l'agriculture, nous datons d'il y a 12 000 ans à peu près. Donc je ne suis pas là pour vous faire un cours d'évolution, je ne suis pas Darwin, mais je vous raconte un peu tout ça pour vous mettre dans le bain. Ce qui est extraordinaire, c'est que le XXIe siècle a introduit une nouvelle donne dans l'évolution, qui est le digital. Le digital n'est pas en train d'influencer l'humanité de sa carapace extérieure. Le digital, c'est une sorte d'environnement qui s'est incrusté dans l'environnement naturel et qui nous touche dans notre profond de nous-mêmes, qui est notre structure atomique. Le digital rentre dans le fond de notre fond, qui sont le monde des atomes et des particules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on commence à influencer nos particules, qui sont la base de ce que nous sommes, l'évolution de l'humanité risque d'atteindre un rythme exponentiel, la rapidité de l'évolution. C'est pour ça que la table ronde s'appelle rupture. Cette évolution sur l'essence de notre fondation, qui entraîne cette évolution exponentielle, crée une rupture dans notre adaptation au monde dans lequel on vit, une grande rupture. Malheureusement, l'humanité d'aujourd'hui ne réalise même pas ce qui arrive. Disons, il y a quelques penseurs qui réalisent, des savants comme Stephen Hawking, qui est déjà mort, a prédit que l'humanité actuelle vivrait 200 ans, pas plus, l'humanité actuelle. Et il prévoit que dans 200 ans, il aura affaire à une nouvelle espèce. Donc, voilà un peu les paramètres dans lesquels on baigne en ce moment. Alors, personnellement, j'ai voulu faire quelque chose là parce que ça m'intéresse beaucoup. Et bon, j'ai écrit un livre. Mais j'ai surtout voulu réunir une équipe de personnes qui sont tous quelque part partie prenante dans ce jeu. Pourquoi partie prenante? Parce qu'ils représentent 5 générations. Il y a la génération de Dr Azouri, du professeur Azouri et la mienne, qui sommes en partance. Donc, on a vécu la plus belle époque de notre existence, la 3e révolution industrielle. On a dépensé, on a consommé, on a détruit, on a pillé, et on est en partance. Et puis, il y a ensuite les nouvelles générations. Les nouvelles générations, il y a Madame Moizen, qui, elle, est professeure d'intelligence artificielle à l'USJ. Donc, elle est maintenant elle est responsable de la transformation des jeunes et de leur adaptation au nouvel âge digital. Et il y a à côté de Madame Moizen, Monsieur Orson Baz, qui lui est le plus jeune, il n'a que 30 ans, et lui représente un peu la jeunesse que vous n'êtes pas, que nous ne sommes pas. C'est la jeunesse qui est sur Internet, qui est sur les réseaux sociaux,
et qui se pose elle-même des problèmes auxquels nous, on n'a jamais pensé. Il va en parler. Et puis nous avons Michel Zorzé, qui lui est je le considère environnementaliste, parce que c'est un grand photographe et il vit l'environnement. Et aujourd'hui, comme on avait parlé d'environnement, nous allons parler d'environnement aussi, parce que ça fait partie de comment l'environnement s'adapte, comment l'environnement at large s'adapte à l'environnement cosmique, atomique, que nous sommes, nous, réseau de particules. Donc voilà un peu où je pense que ce panel va pouvoir discuter. Moi, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses, je vais modérer la chose. Vous allez avoir chacun 15 minutes pour qu'on puisse être à l'heure pour l'institution et pour la fondation. Et je vais commencer par le Dr Azouri, qui lui, en tant que psychologue et psychiatre, analyse nos angoisses à nous. Donc si vous avez toutes ces angoisses, lui en sait quelque chose. Et comme on va parler d'intelligence et d'intelligence artificielle, et comme l'intelligence c'est quand même la psychiatrie et le cerveau, le docteur Azouri est certainement très bien placé pour commencer. Donc je vais commencer le débat par le docteur Azouri. Vous avez lu le livre, vous avez vu le thème rupture et futur. Dites-nous un peu ce que vous pensez. Dans l'évolution de l'humanité, il y a eu, on peut dire, 3 grandes ruptures. La première, c'est Copernic et Galilée qui ont démontré que la Terre n'était pas au centre de l'univers et que c'est le Soleil qui tournait autour d'elle. Donc ils ont contredit cette façon de penser qui était ancienne pour dire non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. La deuxième grande rupture, elle est venue avec Darwin, qui a montré qu'au fond, nous n'avons pas été créés indépendamment de la question religieuse. Okay? Donc Darwin a montré que nos ancêtres, dans la lignée dans laquelle nous étions, nos ancêtres, ce sont des animaux. On ne va pas dire on vient du singe, ce qui est une erreur, mais bon, ce n'est pas ça le propos que je tiens avec vous aujourd'hui. Donc, il a là aussi porté un coup au narcissisme de l'homme, qui pensait qu'il était en quelque sorte venu comme ça dans la suite animale, et il se pensait seul et différent. Donc Darwin a démontré que ce n'était pas vrai. Et la troisième rupture, elle vient avec Freud, qui s'est rendu compte que, je le cite là, le moi n'est pas le maître en la demeure. Donc si le moi n'est pas le maître en sa demeure, qui était, ou à quoi le moi pouvait faire référence sans même s'en rendre compte, il l'a appelé l'inconscient. Donc, en quelque sorte, 3 approches qui ont un trait d'union entre elles, et ce trait d'union, c'est le décentrement. Il y a un point que je voudrais relater avec vous, et c'est à ça que m'a fait penser le livre donc, de Farid, okay, et à partir de quoi on pourra discuter si vous le voulez. Donc, on sait depuis Copernic et Galilée que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais on continue à dire, tiens, le Soleil s'est levé un peu tôt, ou un peu tard, et on continue à parler et à donner donc au Soleil un mouvement, en fait, qui n'a pas, lui ne bouge pas. C'est nous qui bougeons, mais le langage fait que nous continuons à dire, donc, le Soleil se lève. On pourrait appeler ça être prisonnier du langage.
Et c'est là que je pense que le style de Farid, non pas dans ce bouquin là seulement, mais dans les autres, le style de Farid est quelque chose qui me fait penser à cette phrase de Lacan qui dit « Le style, c'est l'homme à qui on s'adresse ». Donc, en disant cela, le style, c'est l'homme à qui on s'adresse, ça met l'autre indubitablement présent dans notre vie, notre intellect, notre façon de penser. On ne peut pas faire comme si l'autre n'existait pas. Donc cette façon d'ajouter à la fameuse phrase « le style c'est l'homme », ajoute Lacan à qui on s'adresse. Ça c'est un premier point qui m'a fait, que le livre de Farid m'a amené à penser. Le deuxième point sur lequel il insiste et sur lequel j'insisterai encore plus en tant que psychanalyste, c'est la curiosité sexuelle infantile. يعني اللي عنده اولاد بيقدر يشوفها واللي ما عنده اولاد بيشوفها على خيه واخته. En fait, les enfants sont les premiers curieux, et j'ai vu dans ton livre combien tu attachais de l'importance à cette curiosité. Donc la curiosité sexuelle infantile va évidemment se développer et se sublimer en une soif de savoir. Cette soif de savoir qui nous fait bouger tous d'une certaine manière. Il y a une très belle phrase que dit Farid dans son livre. L'enfant joue et invente des choses absolument extraordinaires. Et il ajoute, là je cite Farid, tout s'arrête quand il accède au banc de l'école. بيسمعونا الأكاديميسيان بينشروا عرضه لفريد بينشروا عرضي أنا كمان لأنه je vais donc dans le même sens. Tout s'arrête quand il accède au banc de l'école me rappelle une phrase de Françoise Dolto qui a été peut-être la plus grande analyste d'enfants connue jusque-là et qui dit « Ce n'est pas l'enfant qui n'est pas adapté au système scolaire, c'est le système scolaire qui n'est pas adapté à l'enfant. » Et ça, c'est quelque chose de vraiment subversif. Bon, un autre point qui me paraît important, donc, Farid dit l'éducation nous préparait à être le premier et non le meilleur. Donc il fait cette distinction entre le premier et le meilleur. Ça me rappelle une histoire personnelle que je vous raconte qui est un peu drôle. وقت كنت صغير ورايح على المدرسة لأول مرة, mon père, comme la plupart des pères, m'a dit tu dois être le premier. Ok. اجى اول صف صفونا بالصف تنفوت على الصف ركضت وقفت بالاول عشيه وقت رجعت قلت له لبي j'ai été le premier. فين صار يضحك. Donc il y a quelque chose qui prouve que on n'est pas, c'est le système scolaire lui-même qui n'est pas adapté à l'enfant. Une autre phrase que j'ai beaucoup aimée dans ton livre, c'est polluer sans conséquence doit être élevé au rang de crime contre l'humanité. On est en plein dedans, on n'arrête pas de parler de cela, mais c'est quand même important qu'on le dise et qu'on l'écrive. Voilà la plupart des points avec lesquels je suis d'accord avec ce que dit Farid. Il y a un chapitre, je ne peux pas être entièrement d'accord avec lui, il faut bien qu'il y ait un point où je ne suis pas d'accord. C'est le chapitre sur l'amour, donc l'intelligence et l'amour. Et là, il y a des choses que j'aimerais vous dire et en même temps dire à Farid parce que ça va dans le sens de ce qu'il a écrit.
Farid a beaucoup insisté sur l'orgasme. Alors, je me permettrai de lui dire aujourd'hui que ce n'est pas l'orgasme qui est important, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse la jouissance autre avec un grand A. Ce qui veut dire que ce que j'essaie de vous présenter là, c'est que cette jouissance autre se termine précisément avec l'orgasme. Et si je peux me permettre une sortie qui n'est pas instantanée, là, non fa carfea, on pourrait dire Dieu a créé l'orgasme, Dieu a créé l'orgasme pour empêcher l'homme de lui ressembler. Et ce qui veut dire, et quand on parle de jouissance, en tout cas en langage psychanalytique, la jouissance, c'est ce qui précède l'orgasme. Et la jouissance s'arrête avec l'orgasme. Ça, c'est un point sur lequel donc, on pourrait revenir. Mathieu, vous voulez dire un mot parce que vous étiez... Mais venez. Et après, on reprend la conversation. Bonjour à tous. Alors, toutes mes excuses pour ce retard dû au trafic intense dans Beyrouth. Je suis Mathieu Diez, donc attaché pour le livre et le débat d'idées à l'Institut français du Liban et commissaire général du festival Beyrouth Livre. Et cet événement, évidemment, fait partie de la programmation du festival. Je voulais donc juste dire un mot pour vous dire le plaisir que nous avons à revenir à la Fondation Corme, puisque l'an dernier, lors de la première édition du festival, nous avions accueilli ici même, avec David et Rami, une exposition autour de l'Académie Goncourt, qui était présente à Beyrouth pour la première édition du festival. Donc c'est un deuxième rendez-vous pour cette deuxième édition qui se passe ici. Et c'est un endroit qu'on aime beaucoup, évidemment, qui a une longue tradition et une longue histoire avec la littérature, qui s'inscrit parfaitement dans celle de Beyrouth. Donc voilà, j'arrive un peu tard et je m'excuse de vous avoir interrompu du coup, mais je tenais à vous dire le plaisir qu'on a avec l'Institut français du Liban et le festival Beyrouth Livre à accueillir cette table ronde. Merci beaucoup. Donc voilà, en fait, en écoutant Farid expliquer un peu sur son livre et maintenant l'intervention de Dr Chaoui, on va dans des questionnements très, je dirais, très intéressants, très philosophiques. Et maintenant, vous êtes obligés de revenir avec moi un peu sur Terre, parce que moi, je vais poser la question sur les universités, en fait. Donc, et c'est d'ailleurs la raison de ma présence aujourd'hui avec vous autour donc là de cette table ronde. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une rupture, c'est une opportunité, est-ce que c'est un risque, c'est un défi? Qu'est-ce que c'est pour l'université? Moi, je viens d'un monde académique et en plus donc là de mon chapeau en tant qu'enseignant, je suis plutôt dans le côté formation des enseignants. Donc, en fait, mon public, il est un peu mixte, les enseignants et les étudiants. Et la grande question qui se pose, comment nous, en tant qu'enseignants, en tant que responsables, en tant qu'université, on est en train, ou on pense préparer nos étudiants, parce que le futur, c'est un futur qui est incertain. Ce qui est certain, qu'il est incertain. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura beaucoup de changements. Et tout étudiant, tout apprenant qui commence en première année, peut-être au bout de 5 ans, quand il est diplômé, il ne va pas trouver les métiers auxquels il a travaillé. Et ça, Farid, dans son ouvrage, dans le chapitre 4 qui porte sur l'éducation, il en a parlé je dirais, de façon très simple, mais très précise. Cette curiosité qui se tue une fois qu'on passe sur les bancs donc là, de l'école, et qui continue peut-être parfois donc là dans les enseignements supérieurs. Est-ce que quel profil d'apprenant on a besoin pour un monde en continuel changement? On en est où de ce jeu, de cette façon donc là de créer, d'innover, de penser? Et là, je me pose la question, est-ce que vraiment nous on est en train de préparer nos apprenants à une société qui bouge, à être toujours des apprenants tout au long de la vie? Avant de venir là, il y avait une discussion donc là dans le jardin. Lors de la pandémie, c'était la première urgence qui a fait bouger la chose avec la transformation numérique et digitale, qui a poussé tout le monde à faire du upskilling et du reskilling.
Donc là, de changer, d'apprendre de nouvelles, donc là, d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir continuer, quel que soit notre âge. Et puis donc là, ça s'est atténué. 2 ans, 3 ans après, on retrouve donc là, en novembre passé, l'intelligence artificielle qui vient, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, mais qui fait le booming avec le ChatGPT. Et on entend parler de ChatGPT un peu partout, à la télé, donc là, à la radio, tout le monde en parle. Et est-ce qu'avec cette intelligence artificielle, on a une nouvelle urgence qui apparaît? Et cette urgence-là qui nous pousse à dire, est-ce que ça suffit d'apprendre les 0-1, le binaire, donc là, à nos apprenants? Est-ce que c'est uniquement une question technique? En fait, l'idée, c'est totalement l'opposé, c'est l'humain. C'est l'humain qu'il faut apprendre à nos apprenants. Il faut apprendre à nos apprenants ce que la machine ne peut pas faire. Parce que la machine, là, tout ce que j'en ai besoin donc là, de faire, elle le fait, à un certain moment, elle va me remplacer. Mais quand je l'utilise comme une assistante, qui est là 24 heures sur 24, cette machine-là, elle sera à mon service. Et moi, je ferai ce que la machine ne pourrait pas faire. Comment faire cela? Il y a des littératies, la littératie numérique, revenir à la communication, à l'esprit critique, à développer la curiosité, donc là, chez les apprenants, d'être innovant, d'être original, d'être entrepreneur. Donc, tout ce qu'on appelle des soft skills. De ne pas partir dans une spécialité bien spécifique, mais d'aller plutôt dans la transversalité. Il y a pas mal de citations que j'ai bien marquées, donc là, dans l'ouvrage, et qui, surtout, donc là, je reviens à cette idée de meilleur et de premier. Ce n'est pas le meilleur, c'est, et je cite, devenir celui qui est le plus apte à coopérer, à écouter, à partager, à construire sur le mental de l'autre, de ne pas vivre en individuel, parce qu'on a besoin d'autres intelligences avec nous dans cette intelligence collective pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avancer. Donc, en ce qui concerne, donc là, principalement, cette partie qui touche l'intelligence et l'éducation, je suis parfaitement en accord avec tout ce qui a été dit. Et je dirais encore, donc là, je l'expliquerai d'une façon plus encore académique, c'est que nous, à l'université, on essaye de développer 3 littératies. La littératie de la data, des données, donc là d'apprendre aux enseignants comment analyser les données, parce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce flux de données que j'ai devant moi? Toutes ces informations. La littératie des données. Et qu'est-ce que ça... Oui, des données, des data. Oui, voilà. C'est disons que, voilà, on a sous notre main une masse énorme d'informations. Une masse énorme, donc là, de données qui peuvent être tirées de tous les outils. Mais je fais quoi avec? Si je ne sais pas à quoi ça va aboutir, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas la comprendre, ça ne sert à rien. Il y a la littératie technique, c'est de comprendre comment vraiment fonctionne une intelligence artificielle. Qu'il y a des biais, il y a des risques, des biais algorithmiques, il y a cette question de propriété intellectuelle, de propriété personnelle aussi, donc là qui rentre en jeu. Et la 3e littératie qu'on oublie souvent, c'est la littératie humaine. C'est la communication, c'est l'esprit critique, c'est la collaboration, c'est le partage. Et ça s'enseigne. Ça s'enseigne à travers les activités, à travers pas uniquement le contenu, mais aussi la façon de faire. Et en cherchant à avoir des individus, des citoyens qui sont éthiques, responsables, et qui font vraiment avancer notre société. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Non, c'est parfait. Vous pouvez nous dire 2 mots. Est-ce que l'éducation aujourd'hui s'adapte à ces nouvelles donnes, à votre avis? Le monde de l'éducation, c'est le monde le plus résistant au changement. Ça, on le connaît. Donc là, le changement ne se fait pas facilement, mais il y a cette question de survie qui survit. La question que les sociétés maintenant, les jeunes ont besoin de travailler, donc ils ont besoin d'emploi. Quand les sociétés ils vont offrir des parcours de formation en disant voilà, suivez ces parcours et je vais vous garantir du travail, les universités ils se posent un grand problème, une grande question. Est-ce qu'on en est où? Est-ce qu'on pourrait survivre? Et à ce moment-là, c'est cette urgence qui va faire bouger. Ils ne s'adaptent pas facilement, mais il y a beaucoup de changements qui se font. Les transformations digitales, ça touche tout le monde et ça touche l'université. Mais le changement, il est sismique. Systémique. Le changement, il n'est pas uniquement au niveau du programme, il n'est pas au niveau du contenu, il est au niveau de la gouvernance.
il est au niveau aussi de du physique, de l'emplacement physique. Donc, cette adaptation, on est obligé d'entamer, mais est-ce qu'on en est où? C'est pas très loin. Est-ce qu'aujourd'hui, le Liban est en train de faire ce qu'il faut pour vraiment préparer les jeunes générations à ce qui va déferler sur nous dans moins de 10 ans? Alors, quand vous dites Liban, donc là, je parle d'un niveau national. Au niveau national, les choses bougent un peu. Donc là, on a commencé par un premier framework, donc là, de tout ce qui est en ligne. Mais au niveau des institutions, c'est vraiment individuel. Est-ce qu'on est prêt? Non, on n'est pas prêt. Est-ce qu'il y a du travail qui se fait? Oui. Est-ce que ça va bouleverser? C'est la grande question. C'est parce que ça touche l'humain. Les enseignants, c'est les professeurs, c'est être convaincu de changer et être convaincu aussi que ce changement va aboutir. Et ça, c'est du travail continu. C'est comment j'enseigne à mes apprenants cette formation tout au long de la vie. Il faut que tout responsable, donc là, qui s'y met. Comme vous êtes les nouveaux venus dans le cycle de la vie économique libanaise, vous venez de finir votre éducation, vous avez 30 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Dr Wazen est en train de dire? Écoutez, déjà, je vais parler en premier de l'anxiété générale vis-à-vis de l'IA, qui est fondamentalement une anxiété vis-à-vis de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise va décider un jour que l'humain ne sera plus nécessaire grâce à l'IA, et il y aura donc ce cataclysme, si vous voulez, financier, social, où d'un coup, on aura toute une génération donc formée dans les universités qui arrivera au monde du travail, où l'entreprise décidera d'un coup, non, on n'a plus besoin de vous, on a toutes les données dont on a besoin, on a l'intelligence artificielle pour les interpréter, on pourra très bien faire notre chiffre d'affaires sans que vous intégriez l'entreprise. Aujourd'hui, je pense que cette anxiété est certainement justifiée, mais donc moi je vais juste parler au niveau de Publicis de ce qui est fait et ce qu'on recherche aujourd'hui dans l'humain et ce qui va probablement perdurer comme recherche de capacité et sur ce qu'on va se concentrer à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle égalise un peu toutes les capacités techniques au niveau que ce soit du dessin, de l'écriture, etc. Mais ce qui reste, et c'est ce que tu mentionnes dans le livre, Khalid, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est la recherche, enfin, c'est l'œil, c'est connaître le beau, c'est connaître ce qui est humain au plus profond. C'est ce qu'on appelle en pub l'insight. C'est savoir parler au cœur sans vraiment se perdre dans les formules qu'on a dans la pub, sans parler du prix, etc. C'est vraiment parler à ce qu'on a comme vraie humanité. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que l'université va avoir, et c'est ce dont on parlait avec le professeur Wazen, c'est ce que l'université va être menée à former de plus en plus chez les nouveaux graduates. Mais aujourd'hui, donc, ils arrivent en entreprise. Qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qui va être leur premier apport à l'entreprise? L'entreprise aujourd'hui va devoir se différencier de par sa base de données et l'apport à son intelligence artificielle propriétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une configuration de l'intelligence artificielle qui est encore partagée et qui est accessible à tous. Mais très rapidement, l'intelligence artificielle va se privatiser et devenir de plus en plus la propriété des compagnies qui ont accès à des grandes bases de données. Donc, les compagnies auront besoin d'employés, auront besoin d'intelligence et surtout d'intelligence émotionnelle pour contribuer à ces intelligences artificielles privées qui vont être leur point de différenciation dans le monde de l'entreprise de demain. Donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de cultiver cette intelligence émotionnelle et d'essayer de
d'alléger cette anxiété qu'il y a par rapport à l'intelligence artificielle comme étant potentiellement cataclysmique, comme étant potentiellement la fin de toutes les professions qu'on connaît, que ce soit le copywriter, l'écrivain appliqué à la pub, ou le designer, le dessinateur. Aujourd'hui, on essaie de former des humains qui seront à même d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer encore ce qui est beau et ce qui est dans l'insight, ce qui est dans le vrai humain. Et c'est ce qui est aujourd'hui le plus grand défi de l'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourra institutionnaliser cette pratique et pouvoir en faire vraiment une école en continu qui va pouvoir, en quelque sorte, prendre la relève de l'université, encore ce dont on parlait. Est-ce qu'une formation de 4 ans, de 18 à 22 ans, va être suffisante aujourd'hui pour nous former à une évolution technologique qui va être de plus en plus rapide qu'avant? C'est-à-dire que, d'accord, il y a peut-être 40 ans, Word a été introduit ou l'ordinateur a été introduit. Aujourd'hui, tous les 5 ans, probablement, et ça va s'accélérer encore, on aura une nouvelle technologie basée sur l'intelligence artificielle qui va secouer toutes les fondations de ce qu'on sait et de ce qu'on sait faire. Donc, est-ce que c'est l'entreprise aujourd'hui qui va être en charge de garder toute une population à jour en termes de toutes les capacités requises pour évoluer dans le monde de demain? Je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui va prévaloir. Je pense qu'on doit être prêt en tant qu'entreprise à servir d'éducateur plus que jamais, parce que sinon on tombe dans le risque, et je pense que c'est un peu l'anxiété et la rupture dont on parle, la rupture potentielle, la rupture d'un contrat social qui avait été écrit, qui est qu'on fait 4 ans d'université, ensuite on est bon à travailler pour les 60 ans qui suivent, et ensuite on prend sa retraite. Aujourd'hui, ce contrat social est vraiment fébrile et on doit être prêt à transformer l'idée de l'entreprise même comme étant une école qui va s'abreuver non pas de nos skills, c'est-à-dire de notre pratique, que ce soit de dessinateur ou d'écrivain, mais bien de notre intelligence émotionnelle qui, elle, peut évoluer et accompagner les innovations de l'intelligence artificielle. Quel est votre avis sur la réaction des jeunes adolescents? Moi, je parle des jeunes, c'est-à-dire à partir de 15 ans. Comment est-ce que vous êtes en train de percevoir aujourd'hui les jeunes qui sont en train de s'ouvrir au monde? La réaction des jeunes est forcément dictée par l'anticipation des vieux. Donc, on a beaucoup parlé des tranches d'âge présentes à la table. Ma génération de 30 ans, la génération de Michel. Et moi qui suis, j'ai l'anxiété des 30 ans aussi. Si j'avais 15 ans aujourd'hui, je peux vous dire que j'aurais très peur parce que c'est un monde remis à neuf qui va être bâti par les gens qui ont 15 ans aujourd'hui ou 20 ans. C'est-à-dire qu'ils héritent d'un monde qui, dans 20 ans, ne sera plus viable, qui sera complètement différent et dont la fondation, dont les gens qui l'ont construit seront passés à autre chose. Peut-être qu'ils auront quitté le monde de l'entreprise, peut-être que... on parle encore de cette anxiété, peut-être qu'il y aura une retraite généralisée à tous ceux qui ne sauront pas manier l'IA. Désolé. Mais encore, c'est un futur qui est tellement incertain qu'aujourd'hui, à 15 ans, on ne peut que se dire « Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce gars qui a 30 ans et qui veut m'engager ? Sur quoi est-ce qu'il me juge ? Lui-même ne sait pas ce qui sera là dans 2 ans. » Donc, c'est vraiment à eux, aujourd'hui, de bâtir le monde de demain en direct et en continu. Nous, aujourd'hui, parlant de moi, je sélectionne et j'ai dans mon équipe des jeunes de 22 ans qui viennent de sortir du monde d'hier. Donc, dans les 2 ans à venir, on verra ceux qui bâtiront le monde de demain, ceux qui ont été confrontés à l'université aux obstacles et à l'anxiété de l'IA du futur.
Mais en fait, on est en train de passer aussi à côté de l'environnement, le véritable environnement. Et là, j'aimerais beaucoup que Michel donne son avis sur lui qui est témoin de l'environnement à travers sa photographie, qu'il donne son avis sur l'avènement de l'intelligence artificielle dans notre nouveau monde. À toi, Michel. Merci Farid. Bon, moi, comme Farid l'a dit, je n'interviens pas en tant que professeur, scientifique, éducateur, théoricien, j'interviens en tant que photographe. J'ai passé les 20 dernières années à voyager très souvent dans les plus beaux endroits du monde, les endroits les plus vulnérables, les endroits qui sont aujourd'hui le plus en danger. Et comme Farid insiste à nous diviser en castes suivant les âges, le commentaire que j'aimerais faire, aujourd'hui les jeunes de 15 ans devraient nous accuser à nous tous, notre génération, de crimes contre l'humanité. Parce que ce que nous avons fait de la Terre et de l'environnement est tout à fait inacceptable. L'être humain ne s'est pas amélioré. L'être humain a juste aujourd'hui plus les moyens de détruire la nature beaucoup plus vite. Donc ce qui était détruit il y a 500 ans en 100 ans est détruit aujourd'hui en 1 an. Je vais vous donner quelques chiffres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce genre de chiffres. Vu que je vis dans ça et que je connais très bien tout ce qui est environnement, j'ai parfois l'impression que tout le monde connaît ces chiffres, mais je me rends compte de plus en plus qu'on ne les connaît pas. Quelques chiffres. Nous tuons par an entre 75 et 100 millions de requins. 75 et 100 millions de requins. Il reste 4000 tigres dans le monde, 6000 guépards, 20 millions. Ces chiffres sont absolument catastrophiques, vu qu'il y a 100 ans, ils étaient beaucoup plus supérieurs. Donc en fait, nous sommes très forts à détruire l'environnement. Et je vais souvent aux mêmes endroits et j'ai vu des changements dans les dernières 10 années qui sont absolument déprimants. Moins de nature, moins d'animaux, plus d'êtres humains, plus de construction, plus de pollution. Et malheureusement, je me rends compte d'une chose, c'est que l'environnement n'est pas une priorité. Ça fait une heure qu'on parle de l'intelligence artificielle et de l'intelligence. On en parle toujours avec sa relation avec l'humain et non pas avec l'environnement. Comme il a été dit avant, comme le Dr Azouri a dit avant, l'école a détruit la capacité de l'être humain d'avoir une empathie vis-à-vis de l'animal. On en parlait justement avec professeur Wazen avant de commencer. L'enfant, quand il est jeune, n'est pas cruel. Il aime les chats, il aime les chiens, il aime les animaux. Il n'a absolument aucun problème avec un lion ou un tigre. C'est quand il grandit qu'il devient cruel. C'est quand il grandit qu'il commence à considérer que la planète nous appartient. Donc, de plus en plus, malheureusement, on est en train de se séparer de cet environnement. On est en train d'être complètement oblivious, complètement indifférent à la nature. Et là, j'ai beaucoup aimé le livre de Farid. C'est en fait dans deux points particuliers. Le premier, c'est qu'il faut qu'une loi de l'environnement soit passée. Il faut que les crimes contre l'environnement deviennent aussi sérieux que les crimes contre l'humain. Polluer doit être aussi sérieux que tuer et que voler. Il est absolument impensable d'habiter sur une planète, sachant très bien qu'il n'y a pas d'autre planète, et passer notre temps à la détruire. La deuxième chose, l'intelligence, en général, doit pouvoir nous faire prendre des décisions qui sont aujourd'hui impossibles à prendre. Limiter le nombre d'enfants. Avoir des enfants aujourd'hui n'est pas un droit divin. Le droit divin n'existe pas. On continue comme ça pendant 50 ans ou 100 ans, la planète sera complètement inhabitable. Donc il faut que cet avancement de l'intelligence artificielle, de l'intelligence, aussi prenne en compte énormément de points qui ont à faire avec l'environnement, c'est-à-dire prendre des décisions qui sont très dures pour préserver cet environnement et pour empêcher à l'être humain d'atteindre 10 milliards, 12 milliards dans les années à venir. Voilà, donc en fait, pour moi, on parle constamment de l'intelligence artificielle, de l'intelligence vis-à-vis de l'homme, et on oublie que cette intelligence artificielle et la technologie doivent en fait être là pour préserver la nature et l'environnement. Dans nos vies de tous les jours, on a tendance à oublier ça, et je le comprends tout à fait. Si je ne voyageais pas tellement, je ne me serais pas rendu compte de cette chose, mais il est primordial de mettre l'environnement au niveau des priorités mondiales. On a peut-être trop d'anxiété aujourd'hui vis-à-vis de
carrière professionnelle, et je considère qu'on n'a pas assez d'anxiété vis-à-vis de la nature. Donc c'est bref, c'est mon point de vue, ça ne s'améliore pas, l'intelligence artificielle aujourd'hui ne fait rien, à mon avis, pour améliorer l'environnement. On se développe énormément dans ce qui est développement de l'humain, mais pas assez dans l'environnement, pas assez pour la protection de l'environnement. Quelqu'un comme toi n'est pas prêt à militer pour essayer de préserver l'environnement, au moins chez nous. Parce que, commençons par la charité chez nous. Est-ce que tu ne pourrais pas, toi, engager un nouveau mouvement pour vraiment faire quelque chose pour protéger notre environnement? Farid, si je suis ta classification du début, si je milite à 58 ans, ça ferait un peu papy fait les révolutions. Mais oui, effectivement, il faut militer. Et je fais partie de pas mal d'organisations locales au Liban qui militent. Mais je ne parle pas de l'environnement au Liban uniquement. Le problème est au niveau mondial. Au Liban, nous sommes très en retard du point de vue environnement. Il y a effectivement des NGO qui essaient de faire quelque chose. Mais bon, le poids de la crise économique est tel aujourd'hui que ce n'est pas la priorité du Libanais. Donc, ce serait idéal de le faire au Liban, mais je parlais beaucoup plus de pays dits civilisés, l'Occident en particulier, qui, eux, ne font pas assez pour l'environnement. Mais bon, il faut commencer au Liban, il faut commencer chez nous. Et il faut que chacun fasse quelque chose, recycler, ne pas... c'est ça, recycler, ne pas polluer, les règles de base. Deux définitions, si on peut dire, de l'amour indiquent, à mon avis, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Farid, qu'il y a une sorte de confusion entre ce qu'on appelle banalement l'orgasme et ce qu'on oublie de nommer, parce que ce n'est pas une habitude de langage parmi nous, c'est la question de la jouissance. Alors, pour que vous ayez une idée sur ce qu'est la jouissance, vous pouvez le voir sur cette fameuse sculpture où on voit Sainte Thérèse en extase avec Cupidon, une flèche à la main. Le deuxième point concernant l'amour, et qui est quelque chose auquel on ne fait pas très attention, en linguistique, on sépare deux sujets. Okay? Ce qu'on appelle le sujet de l'énoncé, donc d'une phrase qui a un sujet, et ce qu'on appelle le sujet de l'énonciation, c'est-à-dire le sujet qui parle. Et ces deux sujets, celui de l'énoncé et celui de l'énonciation, sont dans la majeure partie du temps pas du tout en accord avec eux-mêmes, les deux. La seule fois où ils sont d'accord, si je puis dire, où c'est le même sujet, c'est dans cette phrase absolument extraordinaire, toute simple, qui est le « je t'aime ». Donc quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « je t'aime », le jeu de l'énoncé, le jeu, c'est-à-dire « je t'aime », et le sujet de l'énonciation, celui qui énonce cette phrase, sont dans un accord total, parfait. Et on ne trouve nulle part dans le langage, à moins que quelqu'un d'entre vous me détrompe là-dessus, dans le langage, on ne voit jamais ça. Donc le seul énoncé où les deux sujets sont tout à fait le même, c'est dans cette phrase qui est le « je t'aime ». Alors, je suis d'accord avec vous, le modèle de l'école est déjà obsolète, c'est « one size fits all ». Si on est taille 38, ça marche, si on est taille 40, ça ne marche plus. Mais là où je ne suis pas d'accord, Orson, on n'a pas le temps que l'entreprise oblige l'école à s'adapter à l'intelligence artificielle. Avec 12 ans de primaire, secondaire et 4 ans d'université, quand chaque 3 minutes, il y a une nouvelle technologie qui efface l'autre, on n'a plus le temps, on a presque raté le train. Avec une bande de cancres comme moi, on a essayé de voir est-ce que ça vaut la peine d'aller convaincre les jésuites, l'université, tout ça, de faire un peu moins de plus que parfait du subjonctif et s'attaquer à notre opportunité ou grand ennemi
qui est l'intelligence artificielle. On est arrivé malheureusement à un dead end et on s'est dit pourquoi ne pas faire l'école pilote de l'intelligence artificielle. Alors, on a fait les premiers pas, on a le terrain qui nous a été donné pour le campus, mais naturellement, ça c'était la partie la plus facile. D'après vous, est-ce qu'il est plus facile de commencer à zéro une école intelligence artificielle pour la région qui est perdante, parce qu'il faut parler budget et sous. L'école sera perdante. Si l'immobilier ne bénéficie pas de cette école, le projet n'est pas viable. Ou bien il faut aller convaincre le recteur et le recteur et le recteur et lui dire que le plus que parfait du subjonctif est peut-être valable aujourd'hui, mais demain il ne l'est plus. Une réponse directe, c'est beaucoup plus facile de partir de zéro. Parce que changer l'existant, ça prend beaucoup plus de temps, de conviction, de résistance et voilà, ça passe par beaucoup de conditionnements. Mais si on revient à la réalité, partir de zéro n'est presque pas possible. Donc cette expertise que vous êtes en train de chercher dans l'équipe actuelle, mais en enlevant donc là toute la partie que vous trouvez que c'est du plus et que finalement dans le futur ça ne va pas trop servir. La bouger, la bousculer comme ça ne fait pas bouger trop les choses. Je donne d'une expérience personnelle. Ça fait 20 ans que je suis à l'université, plutôt 18 ans que je suis à l'université, dans les technologies éducatives. La seule chose qui a pu bouleverser un grand changement au niveau de l'université, c'est l'urgence de la pandémie. Je vous parle depuis 2005. La grande urgence qui a bousculé, c'est venu en 2019, en 2020. Donc, on va chercher donc là une certaine urgence. Et cette urgence-là, elle est là. Donc, si cette conviction ne passe pas en quelques mois, ça va passer très rapidement. Pas à la vitesse que vous vous attendez, mais ça va passer. Ils vont comprendre très facilement que les choses, qu'on a besoin de faire bouger les choses. Partir de zéro va prendre beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus facile, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Avoir des experts qui vont aider et qui vont être convaincus et moins résistants, ce n'est pas du jour au lendemain, mais ça va passer plus rapidement. Vous parlez de quel terrain? Abu Dhabi a pris l'initiative d'aller de zéro. Ils ont commencé leur première université. Oui. D'après vous, ils n'ont pas pensé à l'alternative, au plan A? Parce que c'est plus facile. Ils ont beaucoup plus de moyens, de ressources, je dirais, humaines et financières, si vous dites à Abu Dhabi. Si vous avez ces ressources humaines et financières, partir de zéro, c'est facile. Pour parler pratique, l'école est perdante. Si vous avez un grand terrain, il faut prendre un peu le modèle du Rosé avec Stade. Stade a vécu grâce à l'immobilier, grâce aux parents des Rosés. Alors, il faut faire la même chose ici. L'école va être perdante pour sûr. Il faut que l'immobilier bénéficie pour couvrir les frais de l'école. Si on trouve ce modèle, d'après moi, le projet est partant. Oui, mais l'idée dans ça, que quand il y a cette résistance, parce que derrière cette résistance, il y a beaucoup d'humains. Et des humains qui ne sont pas prêts à un changement qui est subit. Et je crois que le nom qu'on reçoit à première réaction, c'est parce qu'on pense à ces gens-là et on pense à ce bouleversement qu'on va créer chez eux. Et c'est ça ce qui fait, donc là, il y a aussi l'humain de l'autre côté. Et parfois, cette résistance et ce nom apparent, il cache beaucoup d'humanisme, donc là, derrière. Il faut trouver une certaine façon de réconcilier les deux, et ça, c'est pas rapide. Si vous rentrez dans Google et vous cherchez ChatGPT, pardon. Qu'est-ce que vous trouvez à un moment donné? Il y a les avantages et les inconvénients de ChatGPT. Et il y a à un moment donné une question que Google pose. Pourquoi ne pas utiliser le ChatGPT? Et la réponse de Google, c'est parce qu'à ce moment-là, l'humain cesse d'être obligé, mais devient ou redevient créatif. يعني عندهم هالنقطة اللي ما فلتوها يلي هي pour être créatif, ça ne peut pas se passer en parfaite harmonie avec l'intelligence artificielle. Malheureusement. Voilà. Bon. Merci.